Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce cours 4 sur les matrices, donc cours 4 de maths 0-600. D'abord, j'aimerais préciser un truc là qu'on a vu en séance de questions-réponses, revenir rapidement là-dessus. Donc en effet, il y avait une petite erreur qui a été faite dans le cours 2. Donc j'aimerais commencer rapidement là-dessus. Donc une petite erreur, c'était concernant les médiatrices d'un triangle. Donc ce que j'avais dit, c'est que ça nous donnait le centre du cercle circonscrit. Ça reste vrai. Mais j'ai dit à l'oral, je ne sais pas si je l'ai écrit, j'ai pas vérifié, mais bon, il faudrait que je vérifie. J'ai dit à l'oral qu'il s'agissait du plus petit cercle qui contenait le triangle. C'est faux en règle générale, d'accord? Donc je vais l'écrire. Le cercle circonscrit à un triangle n'est en général pas... où est-ce que j'ai mis le truc pour effacer? Là. Un triangle n'est en général pas le plus petit cercle contenant le triangle. Donc en effet, un des étudiants m'a proposé une image, donc je vous conseille d'aller voir cette image en question-réponse. Dans la session questions-réponses, il m'a proposé un exemple où le triangle était un peu plus aplati. Et si le triangle est aplati, il y a un petit souci. En effet, le cercle circonscrit va être plus grand qu'un autre cercle dans lequel on pourrait faire contenir le triangle. Alors en fait, par contre, en revérifiant un peu ce que j'avais dit, c'est vrai ce que j'écris ici. Par contre, ce que j'ai dit sur le fait que le cercle circonscrit est le plus petit cercle contenant le triangle, c'est vrai à condition que les angles dans le triangle soient des angles aigus. Donc c'est ça en fait la condition. Donc, par contre, cela devient vrai si, et à vrai dire, et seulement si, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens, tous les angles du triangle sont des angles aigus. Alors qu'est-ce que ça veut dire des angles aigus? Ça veut dire que ce sont des angles, donc je vous fais un petit exemple. En fait, c'est les triangles que j'ai souvent en tête, et comme vous pouvez peut-être le remarquer, dans la plupart des dessins, j'ai fait des dessins avec des triangles en angle aigu. Donc là, c'est un exemple. Alors, je peux mettre des valeurs d'angle juste pour bien faire comprendre ce que j'entends par angle aigu. Donc là, si j'ai 50, là, si j'ai 70, et du coup, pour que la somme fasse 180, il faut que j'ai 60 ici. Bon, voilà, ce triangle, pour ce triangle, ça va marcher. D'accord? Parce que tous les angles, 50, 60 et 70, sont plus petits ou égaux. Alors ça peut être égal. Donc si on a affaire à un triangle rectangle, ça peut être égal. Okay, mais il faut qu'ils soient tous plus petits que 90 degrés. Donc là, celui-là, ça va marcher. Par contre, l'exemple qui avait été proposé par Cédric, hop, ne fonctionne pas. Enfin, ne vérifie pas la propriété que je viens de dire ici, puisque ici, cet angle, en général, il est bien grand. Donc, je sais pas, je peux faire un petit exemple pour lequel ça marche pas. Si je mets 30, 30, et puis donc du coup, encore une fois, pour que la somme fasse 180, il faut que je mette 120. Bon, là, 120 est plus grand que 90. Donc là, pour le cercle circonscrit, on pourra faire un cercle plus petit qui contient ce triangle. Et notamment, cercle plus petit, c'est de prendre, par exemple,
le milieu du plus grand côté et puis faire un cercle de diamètre ce côté et de centre le milieu de ce côté. Donc voilà, on peut faire comme ça. Ok. Donc voilà, je vais revenir rapidement là-dessus. Au moins ça c'est fait, c'est dit. Très bien. Sinon, bon, j'ai donné d'autres informations pendant la séance questions-réponses, donc je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Surtout avec à peine 24 heures, même pas 24 heures d'écart entre le moment où on s'est parlé en session questions-réponses et le moment où j'enregistre cette vidéo. Donc bon, bah là pour l'instant pas assez de recul on va dire pour ajouter quoi que ce soit. Juste pour dire peut-être que l'accord des évaluations est signé. Je ne l'ai pas encore envoyé mais je vais le faire. Et puis bon, on va voir si c'est ok, et si ça passe, bah, je rappellerai les deux étudiants en question qui l'ont signé. Si ça va pas, en tout cas, je les rappellerai pour qu'ils me redonnent une signature un petit peu plus en bonne et due forme. Donc bon, on verra bien si ça passe. Bon. Ok, alors pour ce qui va suivre, là, donc sur cette première partie, je vais essentiellement vous mettre en avant à quoi servent les choses que je vais vous introduire à présent, les matrices, d'accord? Donc jusque là, je pense qu'ici je ne vais pas forcément faire de rappel de cours, parce que bon bah juste pour la notion de matrice, j'ai pas nécessairement besoin encore de parler vraiment des vecteurs, de reparler des vecteurs, de tout ça, j'ai pas encore tout de suite besoin. Là pour ce premier cours, j'aimerais juste vous sensibiliser, et donc, notamment pour cette première partie de cours, j'aimerais vraiment vous sensibiliser à ce que peuvent faire les matrices. D'accord? Ce qu'elles sont, et puis quelles sont les opérations qu'on peut faire sur les matrices, des choses comme ça. Donc j'aurai peut-être pas le temps sur cette première partie de vidéo de vous faire déjà les premières opérations sur les matrices, mais ce que j'aimerais c'est vous montrer un petit peu à quoi ça peut servir une matrice, en vous donnant déjà une définition pour les matrices, et puis bah je vais vous montrer quelques exemples, des choses comme ça. Voilà. Ok, alors bon, bah, on va partir sur une partie motivation. Donc, première partie, motivation. Recapte-moi, voilà. Alors, pour les motivations, donc j'ai plusieurs, là j'ai tiré 2-3 trucs là comme ça qui pourraient être intéressants. Alors, faut savoir, et là je vais donner directement la définition d'une matrice, comme ça c'est fait, et au moins on va pouvoir dire quand même quelques petites choses sans aller encore trop loin dans les motivations. Donc je vais me permettre de donner tout de suite la définition d'une matrice. D'accord? Donc en fait une matrice, alors en général on précise les dimensions, donc n fois p, où n et p sont des entiers naturels. Alors entier naturel ça peut s'écrire n comme ceci. Donc ce que j'entends par entier naturel, ce sont tous les nombres entiers, donc 0, 1, 2, etc. Je peux avoir 1000. D'accord? Je fais le tour de tous les entiers naturels, commençant par 0. Commençant par 0 et allant jusqu'à... Bon, en général, on prendra des entiers naturels non nuls. Peut-être que... Voilà. Donc, si je mets n étoiles, ça signifie donc... permettez-moi de faire ça vite fait. Mais... Donc, n étoiles, ça veut juste dire que je ne prends pas 0. Et n, ça veut dire que je prends 0. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je prends des entiers, d'accord, positifs, rien de très particulier, juste la notation, c'est un n avec double trait, un peu comme R avec double trait. Bon. Donc une matrice n fois p est un tableau de nombres, car on travaillera très souvent avec des nombres, donc de nombres réels, de n lignes et p colonnes. Donc, c'est bien, ça suffit.
Ok. Donc là, plus pas vraiment formel, mais plus concrètement, une matrice, on pourra noter que de la manière suivante, on a M est égal à, je mets des grosses parenthèses, ça va être très visible. Je vais peut-être changer de crayon noir parce que je pense qu'il commence à me lâcher celui-là. Ok. Donc, M11, M12, M1P, M21, M22, M2P et MN1, MN2, MNP. Donc voilà à quoi ressemble une matrice. Alors avec tous les M, I, J qui sont des entiers. Des réels. Qu'est-ce que je raconte? Ce sont des réels. Ok. Voilà, de manière un petit peu plus concrète, comment on pourrait écrire les matrices. Donc les matrices, vraiment, on les écrit sous la forme d'un tableau où j'ai n lignes, p colonnes. Ok. Donc c'est pour ça la dimension n fois p. Et c'est important d'écrire n fois p et pas p fois n, parce que ça ne va pas donner le même type de matrice. Et ce que je veux en particulier, c'est que tous les coefficients de ma matrice soient des nombres réels, donc fassent partie des nombres que je connais. Donc je vais vous donner quelques petits exemples de matrices, ok? Alors, au passage, on peut donner une autre notation à cette matrice, si on a la possibilité de donner une expression particulière pour chacun des coefficients, ben on peut noter que M peut s'écrire de manière un peu plus compacte, MIJ, avec, et on écrit en indice, 1 inférieur ou égal à I inférieur ou égal à N, et 1 inférieur ou égal à J inférieur ou égal à N, à P, pardon. Ok, donc ça c'est une notation compacte. Notation compacte. Juste pour éviter d'écrire toute la matrice comme ça, on peut, si on a la possibilité d'exprimer les coefficients d'une certaine manière, écrire la matrice de cette façon. Okay, donc je vais faire quelques exemples d'abord pour vous montrer ce que c'est vraiment une matrice, parce que pour l'instant, peut-être qu'avec la définition, c'est pas très clair. Alors, je vais juste ajouter une chose, une autre notation. On notera l'ensemble des matrices. Donc, nous noterons l'ensemble là. Oups. Nous noterons l'ensemble des matrices de taille n fois p, m, n, p. Et entre parenthèses, on précise qu'on travaille avec des réels. Ok. Donc là, M, le grand M, c'est pour dire que je travaille avec des matrices. Le N, c'est pour dire que j'ai j'ai N lignes. Le petit p, c'est pour dire que j'ai P colonnes. Et je précise que je travaille avec des coefficients réels. Cela veut dire que je pourrais travailler avec d'autres types de coefficients, si je veux. D'accord? Mais bon, là, essentiellement, pour tout le cours, on travaillera avec des nombres réels. Donc, ok. Et un autre truc, l'ensemble des matrices de taille n fois n, c'est un cas particulier mais qui va beaucoup nous intéresser, de taille n fois n sera noté mn de R. Donc encore une fois, m pour matrice, n, mais là j'ai pas besoin de mettre l'autre indice parce que la taille c'est n fois n, ok? Donc c'est la même taille pour la ligne et pour la colonne de R. Ok, bon alors maintenant on est parti pour des exemples, hein, quand même, ça serait bien. Alors, un premier exemple. Je peux noter la matrice M, par exemple, A1, moins racine de 2, 1 tiers, 3, 5, 0,6,
attendez, je vais faire juste un truc un petit peu plus grand. 0, moins 1, racine de 3, pi, 3 cinquièmes, et je sais pas moi, 1 septième. Voilà un exemple de matrice. Ok. Donc ceci est une matrice, les dimensions c'est 3 fois 4. Ok, donc ça c'est bien une matrice. Dans M, le N c'est 3 et le P c'est 4. M3, 4 de R. Bon. Alors en particulier, si je veux préciser quelques coefficients, si je regarde, alors les questions que je vais vous poser, comme ça vous permet de vérifier est-ce que vous avez bien compris. Si je vous demande que vaut le coefficient M3, 2, n'hésitez pas à faire pause pour essayer de le trouver avant que je le dise. Okay, donc si je vous demande le coefficient M3, 2, la réponse ici sera donc 3 lignes, 2 colonnes. Donc pi. Si je vous demande le coefficient M de 4, alors 2 lignes, 4 colonnes, moins 1. Et puis bon, un dernier, si je vous demande le coefficient M je sais pas moi, par exemple M1, 3. Bon, bah, la réponse ce sera première ligne, troisième colonne, donc un tiers. Ok, donc voilà comment ça marche une matrice de manière générale. Il n'y a pas forcément de lien entre les coefficients, il n'y a pas forcément de truc particulier entre les coefficients, mais il y a un moyen d'exprimer les choses. D'accord, donc, il y a quand même. Voilà, ça c'est une matrice vraiment quelconque. Il n'y a aucun moyen d'essayer d'écrire une chose plus compacte que ça. À part si vous écrivez MIJ, mais il faudra dire que M11 vaut ça, M12 vaut ça, ainsi de suite. Ok. Mais voilà. Alors maintenant je vais vous donner une autre matrice, mais cette fois-ci sous la forme compacte, et puis on va ensuite la développer. Donc un deuxième exemple. Si je vous propose la matrice M définie par I sur J pour I allant de 1 à 3 et J allant de 1 à 2. Donc à quoi va ressembler la matrice? Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause pour essayer de deviner. Bon, maintenant, on va dire que la pause est faite. Je vais donc vous donner la matrice. Donc la matrice, déjà, il faut remarquer qu'on a affaire à une matrice 3 lignes, 2 colonnes. Donc M32 de R. Et puis, bon, bah, que vaut le coefficient 1, 1? Bah, je vais avoir 1 sur 1, donc 1. Le coefficient 1, 2, donc première ligne, deuxième colonne, j'ai 1 sur 2. Et ensuite, le suivant, je vais avoir, bah c'est tout en fait. Du coup, j'ai dit des bêtises. Enfin, j'ai dessiné un truc qui n'est pas très bien. Donc, c'est 2 colonnes, pardon, et 3 lignes. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais c'est 3 lignes, 2 colonnes. Voilà, c'est bien. Donc, je me retrouve avec ça. Ensuite, je regarde la ligne suivante, donc qui égale 2. Je vais avoir 2 sur 1, donc 2, puis 2 sur 2, ça fera 1. Et puis enfin, le dernier, je vais avoir 3 et 3 sur 2. Voilà, donc voilà à quoi ressemble ma matrice M, si je devais développer ce qui s'y passe. Ok? Bon. Voilà qu'est-ce que c'est une matrice. Alors maintenant, je vais vous montrer toutes les applications qui existent sur les matrices, sans encore rentrer dans le détail du cours, juste pour vous motiver l'étude de ces matrices. Ok? Donc, on va juste faire parcourir les différents aspects intéressants de... Non, un aspect. Oui, un aspect donc intéressant, tout va bien. Donc tous les aspects intéressants
des matrices. En tout cas, ceux que j'ai pu énumérer et que je pense intéressants à vous faire connaître. Donc la première chose, donc là, on va faire le tour des motivations, vraiment. Donc, je sais pas, on va mettre intérêt de l'étude des matrices. Alors, je ne vais pas forcément rentrer à chaque fois dans toute la théorie, à chaque fois de chacun des intérêts, mais juste pour vous dire que ça touche à beaucoup de champs. Donc, le premier intérêt, c'est juste pour étudier le comportement des données, Donc, étude de comportement de données. Donc, par exemple, imaginons qu'on a une entreprise, ou je sais pas, peut-être pas tout à fait, disons pas n'importe quelle entreprise, disons qu'on a affaire à une entreprise qui, je sais pas, qui s'occupe des vols d'avion, imaginons ça, et pour s'occuper des vols d'avion, on sait qu'on doit gérer un certain nombre d'employés, d'accord ? Et chacun des employés vont se retrouver dans des vols assez distincts. Et la question, c'est comment on peut essayer d'organiser le travail de chacun des individus sans qu'il y ait des soucis concernant les horaires. Parce qu'il se peut très bien que, imaginons, je vous donne des horaires pour un individu en lui disant, bon, bah, pour telle heure, disons pour 8 heures, tu dois prendre tel vol, tu dois travailler dans tel vol, tel avion, et puis pour telle heure, tu dois travailler, je sais pas, pour 11 heures, tu dois travailler pour tel vol, tel avion. Il se peut qu'il y ait un conflit, parce que on pourrait imaginer que le vol de 8 heures dure plus longtemps, donc c'est-à-dire, par exemple, pourrait durer 5 heures, et donc s'il dure 5 heures, à 11 heures, il ne sera jamais disponible pour un autre vol. Ok ? Bon, bah l'idée est vraiment la suivante, on pourrait très bien... donc j'ai vol d'avion, puis on répertorie, donc répertoire, des horaires pour chaque employé suivant les vols. Et leur durée. Un vol et leur durée. Leur durée, j'ai dit. Hop. Donc les vols et leur durée. Et puis ça permet donc l'étude de ces matrices. Une possibilité ici est l'étude de cette matrice. Bah ça, l'étude de ces matrices, ça peut permettre de savoir s'il y a des conflits. Est-ce qu'il y a des conflits d'horaire? Comme je viens de l'expliquer, il se pourrait que dans les horaires que vous avez donnés pour chacun des employés, il y en a qui ne coïncident pas à cause d'un vol qui dure plus longtemps que ce qui était planifié. Donc du coup, il y a quelque chose qui a été mal fait, et dans ce cas-là, il faut recorriger l'ensemble des données pour que les choses se passent bien. D'accord ? Donc ça peut être une façon d'utiliser les matrices, d'accord, pour essayer de répondre à cette question. On verra au fur et à mesure du cours, qu'est-ce qui fait vraiment qu'il y a un conflit ou pas ? Qu'est-ce qu'on entend par conflit ? Ça, on aura l'occasion d'en parler un petit peu, même si je ne veux pas rentrer dans le détail, mais quand je pense que ça sera opportun d'en reparler rapidement, j'en reparlerai rapidement et vous comprendrez ce que j'entendais par conflit. Donc voilà, ça peut être des vols d'avion, mais vous pouvez imaginer un autre contexte, et dans cet autre contexte, on pourrait encore une fois définir ce qu'on appellerait un conflit, et à partir de cette définition de conflit, on pourrait, à l'étude de la matrice, savoir s'il y a un souci d'horaire ou des choses comme ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est un intérêt des matrices. C'est pas l'intérêt peut-être la plus utilisée, mais c'est tout de même quelque chose qui peut s'utiliser. Donc
imaginez que quand on travaille dans une telle entreprise, il y a énormément de données. Ces données, si on les répertorie dans un tableau, donc un tableau peut-être certes immense, et qu'on peut se permettre de faire quelques petits calculs avec ce tableau immense, ces calculs-là pourraient nous permettre de savoir, sans forcément... D'ailleurs, ils pourraient peut-être même nous permettre de savoir où se trouve l'erreur, si on va plus loin dans la chose. Mais voilà, c'est ça l'intérêt, c'est pour éviter de regarder chaque donnée et de se dire bon alors il n'y a pas de souci, ça peut être très long si on vérifie ligne par ligne ou colonne par colonne, ça peut être très long. Par contre, si on fait un gros calcul sur cette matrice et que ce gros calcul nous donne quelque chose qui fait qu'il y a un conflit d'horaire, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette matrice et donc après il y a moyen, si on veut, d'aller chercher où se trouvent les conflits d'horaire. Et voilà quoi. D'accord ? Bon. Ce que je veux faire comprendre, c'est que ça permet vraiment d'étudier l'ensemble des données, pas juste donnée après donnée, quoi. Donc une deuxième façon d'étudier, un deuxième intérêt d'étudier les matrices, c'est pour étudier des comportements probabilistes. Bon, ça s'approche un petit peu de ce que j'ai dit ici. Mais là, l'exemple probabiliste, d'accord ? Mais là, par contre, dans ce cadre-là, je peux faire un truc plus général que ce qui est dit ici. Ok ? Donc, qu'est-ce que j'entends par comportement probabiliste ? Alors, imaginons qu'on veut étudier un déplacement d'une souris, imaginons, je ne sais pas, un déplacement un peu aléatoire. Donc là, je vais vous faire un petit exemple. Et imaginons, je pense qu'on peut prendre cet exemple, imaginons une souris, d'accord ? On a une souris et elle a 3 endroits particuliers où elle se déplace fréquemment, d'accord ? Donc disons que la souris va toujours se trouver soit en A, soit en B, soit en C. Ok ? Pas ailleurs. Et puis, la souris, on se rend compte qu'il y a une certaine... on a l'impression de voir un certain comportement de la souris suivant le jour. Donc imaginons que chaque jour, on regarde où se trouve la souris, sachant que la souris, on l'a déposée à l'emplacement A. Ok ? Au point de départ. Alors après avoir regardé les choses, on se rend compte qu'il y a des probabilités qui sont en jeu. Donc on va avoir une certaine probabilité, alors je sais pas, on peut faire un exemple, on va dire qu'on a 20% de chance que la souris, si elle est en A, elle va en B. On a 40% de chance que si la souris est en A, elle va en C. Notez que j'ai mis des nombres à virgule, c'est parce que je dois faire un nombre entre 0 et 1. Et quand je dis pourcent, du coup ça veut dire que je dois faire 40 divisé par 100. D'accord ? Pour ceux qui n'ont pas trop les choses de probabilité en tête. Je ne vais pas aller très loin, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça sert. C'est pas grave si vous n'avez pas tout compris. C'est juste pour vous motiver encore une fois ces études de matrice. Et donc du coup, comme la somme des probas doit faire 1, ici je ne vais plus avoir le choix, je dois avoir 0,4. D'accord ? Donc on a cette façon de se déplacer, puis après on peut préciser aussi ce qui se passe en C. Donc en C, je peux aller en A, je peux aller en B, et je peux rester en C. Donc pareil, je peux avoir des probabilités. Donc disons, en partant de C, la souris a 30% de chance de se retrouver ensuite en A, 30% de chance de se trouver en B, et puis, donc encore une fois, puisque la somme doit faire 1, on va se retrouver avec 40% de chance qu'elle reste en C. Et puis enfin, il me reste une dernière partie à compléter, donc celle en partant de B. Donc, par exemple, on veut dire en partant de B, on a 0,5 ici, 0,3, 0,2. D'accord ? Donc là, je dis, il y a 50% de chance que si la souris est en B, elle bouge en C. Il y a 20% de chance que si la souris se trouve en... 30% de chance que si la souris se trouve en B, elle va en A. Et 20% de chance que si la souris se trouve en B, elle reste en B. Voilà. Donc, ce que je viens de vous dessiner, en fait, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui veulent jeter un œil un peu plus loin, c'est une chaîne de Markov.
Ok, donc les chaînes de Markov, c'est justement des études de comportement d'un individu suivant certaines probabilités, un déplacement suivant certaines probabilités par rapport à différents lieux. Donc là, notre souris, elle se déplace sur 3 lieux, etc. Alors maintenant, la question que vous pourriez vous poser, c'est où se trouve ma matrice? Ma matrice, en fait, elle se trouve dans les probabilités que j'ai données. Donc si je dis, la première ligne c'est A, la deuxième ligne c'est B, la troisième ligne c'est C, première colonne c'est A, deuxième colonne c'est B, troisième colonne c'est C. Ok. Bon, là ici, je pourrais dire, je pars de A, quelles sont mes chances de me trouver en A, en B, en C? Donc là, si je pars de A, pour aller en A, j'ai 0,4. Pour aller en B, j'ai 0,2. Pour aller en C, j'ai 0,4. Et puis je continue. De B, pour aller en A, j'ai 0,3. Pour aller en B, j'ai 0,2. Et pour aller en C, j'ai 0,5. Et enfin, en partant de C, pour aller en A, j'ai 0,3. Pour aller en B, j'ai 0,3. Et pour aller en C, retourner en C, j'ai 0,4. Voilà, donc ça, cette matrice représente un déplacement élémentaire de ma souris. Donc quand j'appelle déplacement élémentaire, ça signifie que, comme je vous l'ai dit, je regarde chaque jour ce qui se passe. Donc, imaginons que j'ai regardé un jour N, donc un jour, je sais pas, 1000. Je sais qu'elle se trouve en C. Bon, au jour 1001, en appliquant cette matrice, je peux savoir avec quelle probabilité elle se trouverait en A, en B, en C. Voilà, c'est ça l'idée, c'est vraiment ça l'idée générale de l'utilisation de ces matrices. D'accord ? Et donc du coup, comme je viens de vous le dire, ça représente un déplacement élémentaire. Alors ce qu'on va avoir très envie de faire, c'est d'appliquer cette matrice un très grand nombre de fois. Parce que ce qu'on voudrait savoir, c'est par exemple, qu'est-ce qui se passerait si un jour donné, je sais qu'elle est en A, et puis je veux savoir, au bout de 1000 jours, où est-ce qu'elle pourrait se trouver? Quelles sont mes chances que je le trouve en A, en B ou en C? D'accord? 1000 jours, on ne peut pas concevoir qu'est-ce qui se passe là à partir de ça. Pourtant, avec la matrice, on peut. Et c'est ça, la force une des forces de l'étude de ces matrices, ça nous permet de savoir quel est le comportement de ma souris là, si ces déplacements se font bien avec ce type de mécanisme. D'accord? Évidemment, là je vous l'ai fait avec une souris et des déplacements, et je pourrais très bien changer tout ça avec d'autres types, d'autres situations où j'ai plusieurs possibilités et que j'ai des probabilités pour passer d'une possibilité à une autre. Ok? Donc voilà une autre utilité de l'étude des matrices, c'est ce genre de comportement probabiliste. Très très utile aussi. Donc pareil, si l'occasion se présente, j'en reparle un petit peu, mais encore une fois, je ne vais pas m'appesantir dessus, puisque c'est pas l'objet du cours. Mais sachez que voilà, c'est encore un autre intérêt de l'étude des matrices. Alors encore un autre intérêt, j'en ai encore 3 en réserve. Donc, je pense que cette partie de cours, cette partie 1 du cours 4, sera assez dédiée aux motivations et intérêts de l'étude des matrices. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut servir de travailler les matrices. Alors une autre utilité, peut-être étonnante, c'est pour résoudre des équations différentielles. Ok ? Donc résoudre des équations différentielles, ça peut paraître un peu étonnant, mais en effet, on peut se donner un modèle d'une fonction qui pourrait vérifier certaines caractéristiques de départ, et à l'aide de ces caractéristiques de départ, déterminer les fonctions qui vérifient telle ou telle propriété. Donc voilà, c'est vraiment un truc très sympa. Mais l'idée, c'est vraiment, pour avoir ces matrices, l'idée c'est de ne pas travailler sur tous les réels, mais de discrétiser. Donc qu'est-ce que ça veut dire discrétiser? Ça veut dire de couper en un certain nombre de points l'intervalle dans lequel je travaille. Donc imaginons, je vous fais un contexte pour ceux qui
qui ont déjà entendu parler d'équations différentielles ou qui sont peut-être en train de travailler le cours, ça va leur parler davantage. Pour ceux qui n'en ont pas vu, c'est pas grave. Je vais juste en parler encore une fois très rapidement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, voilà, sachez que c'est une façon possible de travailler ces fonctions et tout ça. Donc imaginons que nous ayons, par exemple, je vous dis, donc l'équation différentielle, c'est une équation avec des fonctions. Donc par exemple, je vous dis f de x égale 3f' de x plus, bon, 3x j'exagère, je vais mettre plus x carré, disons ça par exemple. Ok, je vous donne ça et je vous donne comme point de départ que f de 0, ça vaut 2. Ok? Bon, bah je vous demande de me déterminer une solution de l'équation différentielle. Alors normalement, dans votre esprit, vous allez, pour ceux qui ont déjà vu les équadifs, vous allez me faire l'équation homogène, tatati tata. Bon, moi, c'est pas ce que je vais vous montrer, parce que comme je vous ai dit, je vais vous montrer que on peut chercher à résoudre les équadifs en discrétisant ce qui va se produire. Donc, certes, les solutions ne seront pas exactement la solution de la fonction, mais après, plus le pas que je vais prendre est petit, plus la solution que je vais faire en dessin va correspondre à ce qu'il faut. Alors, imaginons que je veux une solution sur l'intervalle 0,1. Qu'est-ce que j'entends par l'intervalle 0,1? Ça veut dire que je veux travailler la fonction en prenant des x qui sont compris entre 0 et 1. Ok, que des x qui sont compris entre 0 et 1. Alors, ce qu'on peut faire, c'est discrétiser cette affaire. Donc discrétiser cette affaire, ça veut dire que, au lieu de voir mon intervalle comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais découper en un certain nombre de petits pas. Donc, imaginons, je vais découper en 0, puis j'avance d'un petit pas qu'on appelle souvent h, puis j'avance encore de h, donc je sais pas, j'avance jusqu'à, allez, disons pour un exemple, 1000h, et 1000h ça correspond à 1. Ok, donc vous comprendrez que h, dans cet exemple, vaut 1 sur 1000. Ok, donc au lieu de voir mon intervalle complet, je vais regarder petit pas après petit pas. Maintenant que j'ai regardé ça, bah, ce que je peux faire, c'est, déjà dans un premier temps, je connais f de 0, je peux trouver f' de 0. Donc, f de 0 égale 3 fois f' de 0, plus 0 au carré, donc ça, je n'ai pas le temps de l'écrire. Et du coup, bah, je peux trouver f' de 0, puisque f de 0 vaut 2, alors f' de 0 vaut 2 tiers, pardon. Ok? Bon. Si mon pas est très petit, donc c'est exactement ce que je viens de faire, h égale 1 sur 1000, je peux considérer que ce pas est très petit. Alors, il y a moyen de déterminer f de h, approximativement f de h, à partir de f de 0. Et ce moyen, c'est le suivant. Je vais vous faire un petit dessin pour vous faire comprendre ce que je vais faire comme calcul. Alors pour ceux qui ne se souviennent plus tout à fait de la dérivée, là aussi c'est l'occasion peut-être de revoir vite fait ce que c'est la dérivée d'une fonction, pour ceux qui ne suivent pas ce type de cours là pour l'instant, et qui n'ont pas vraiment souvenir de ce que ça fait la dérivée. Hop. Je vais juste vous faire un petit dessin. Donc, imaginons j'ai une courbe là. Voilà, donc je vais faire une courbe, plouf. Voilà. Ok? Bon. Alors f de 0, si je veux lire f de 0, je vais le trouver directement en lisant sur ma courbe. Voilà. Ok? C'est pas très difficile. F de 0, ça va être le y, donc l'ordonnée de mes points dans la courbe. Ok? Ça doit j'espère que ça vous rappelle des choses. Bon. Maintenant, la dérivée, c'est quoi? En fait, la dérivée, on peut la définir comme étant le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse, le point qu'on est en train de regarder. Donc là, justement, le point d'abscisse 0, la tangente, ça va être la droite comme ça. Ok? Bon.
Alors cette droite, elle a une équation un peu particulière, que je vais écrire ici. Cette droite a pour équation y égale, donc y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Alors bien sûr, ce que je viens d'écrire peut se généraliser en dehors de 0. C'est pour ça que j'ai mis les zéros où il faut. Vous remplacez 0 par autre chose et ça redonne une équation de la tangente ici. Ce que vous devriez bien remarquer, c'est que, imaginons que mon intervalle, donc là vous avez 0, et mon intervalle 1, il est là. Je vous rappelle que mon pas, il est très petit. Donc ça veut dire que là, je suis en train d'avancer tout petit peu à côté de 0. Je ne suis même pas sûr que ça se voit sur l'image. Mais je dois être un tout petit peu à côté de 0. Bon, bah si je suis un tout petit peu à côté de 0, je remarque que la valeur sur la droite, c'est quasiment la même valeur que la fonction. Quasiment, hein. Je ne dis pas que c'est égal, parce que c'est en général faux, c'est très en général faux, mais on est très proche de la vraie valeur de la fonction. Ok? Bon, bah l'idée est la suivante, je vais utiliser l'équation ici pour déterminer qu'est-ce que peut valoir f de h. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que f de h, donc pour ce petit pas ici, f de h, ça va être égal à donc f' de 0 fois x. Alors x, il faut que je remplace par h. f' de h, f' de 0 fois h, plus f de 0. Donc f' de 0, maintenant je sais que c'est 2 tiers, fois 1 sur 1000, plus f de 0 qui vaut 3. 2, pardon. Ok? Donc du coup, grâce à ça, grâce à cette remarque, et ce que je viens de faire là, du coup je viens de trouver f de 1 sur 1000. Mais si j'ai f de 1 sur 1000, grâce à cette équation ici, je peux trouver f' de 1 sur 1000. D'accord? Donc là, il faut faire le calcul jusqu'au bout, je ne vais pas le faire ici en entier, mais bon, sachez là qu'on y est. Donc j'ai ça, et puis je refais le calcul. Donc f' de h, je sais que c'est... Oula, attends, je suis un peu vite. Donc je sais que f de h, pardon... Oh, on va y arriver. Donc je sais que f de h est égal, grâce à l'équation ici, là-haut, là, c'est égal à 3 fois f' de h plus h au carré. Grâce à ce calcul, grâce à cette équation, puisque f de h, je vais l'avoir grâce au calcul d'avant, je vais pouvoir trouver f' de h. Ok? Et si je trouve f' de h, je peux recommencer. Une fois que j'ai h et f de h, je peux recommencer en faisant une tangente juste encore un tout petit peu à côté. Puisque si j'ai f de h et f' de h, je peux encore jouer à la même chose en faisant une tangente. Et puis je prends l'équation de ma tangente. Donc l'équation de ma tangente cette fois-ci c'est y égale f' de h fois x moins h plus f de h. Sachant que f' de h et f de h, j'ai des approximations de mes valeurs. Des approximations qui peuvent être très fiables. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, je peux trouver que vaut f de 2h. D'accord? Encore une fois, en faisant la même remarque que au niveau de la tangente, je suis quasiment à la bonne valeur de la fonction. Ok? Et ça permet de modéliser, d'approximer une solution de notre équatif. Alors bien sûr, il faut continuer. Là, je vous ai fait le début, mais il faut continuer. Et si on continue, on va être capable de dessiner à quoi ressemblerait la courbe de la fonction, sans forcément, parce que là, c'est un cas où on peut trouver la solution, mais si on ne pouvait pas trouver la solution, on peut très bien avoir une résolution comme ça, sans forcément connaître à quoi ressemble une expression de la fonction qui vérifie cette équation. Ok? Donc voilà une autre... Alors là, on ne voit pas forcément ce qui se passe avec une matrice, mais en fait, ce qui se passe avec la matrice, c'est que tous ces petits calculs que je viens de vous faire, là, avec les h et tout ça, on peut le réécrire de manière matricielle. Tous ces calculs que je viens de faire, là, tous ces calculs peuvent
se traduire matriciellement. Et comment je peux le retraduire matriciellement? Ce que je vais dire, c'est que je prends ça comme étant une matrice d'entrée. Donc ma matrice d'entrée, ça va être sous la forme d'un vecteur. Je peux mettre 0, h, 2h, etc., etc. Et puis j'ai une certaine matrice qui va me permettre de calculer ce que va valoir. Donc j'applique une certaine matrice à ce truc-là. Et ça va me donner ce que peut valoir f de 0, f de h, f de 2h, etc., etc. F de 0, f de h, je vais y arriver, f de 2h, et ainsi de suite jusqu'à f de 1. Ok? Et si j'ai ces deux données, donc si j'ai ça et ça, je suis capable de tracer la courbe. Ok? Donc là, je vous ai fait sur un exemple avec juste une dérivée, mais imaginez qu'on pourrait faire la même chose avec des dérivées successives. Ok? Donc on pourrait très bien faire avec des f secondes, des f dérivées 3 fois, des f dérivées 4 fois, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est quelque chose de très général, là, ce que je viens de vous mettre en avant, d'accord? Je crois qu'on appelle ça l'algorithme de l'air, d'accord? Peut-être que je peux l'écrire, mais c'est ce que l'algorithme de l'air. Et j'affirme que c'est vraiment beaucoup utilisé dans tout ce qui est résolution des quadifs. Donc là, par exemple, on pourrait très bien... je vous donne un exemple encore plus, parce que là, je vous ai fait un exemple avec une fonction qui vérifie une équadif. Peut-être que ça paraît pas très bien concret, mais je vous donne... Ça va être très rapide. Je vous donne un petit truc concret. Imaginez que la fonction ici, c'est une température. Imaginez ça. Et que vous avez une équation différentielle vérifiée par la température. À un endroit, sur les différents endroits de la planète, ou un truc comme ça, sur un endroit de la planète, disons, vous avez des équadifs qui vérifient, la température qui vérifie une certaine équadif. Et si vous avez une certaine équadif pour la température, qui est vérifiée et qui est valable, disons, pendant une semaine, ou un truc comme ça, on est capable de prédire, donc si on connaît la température d'aujourd'hui, on serait capable de prédire plus ou moins quelle serait la température de demain, ou d'après-demain, ou des choses comme ça. Ok, donc ça fait comprendre que, en fait, c'est comme ça que la météo est faite. D'accord? Ça vient de là. Ces notions de résolution d'équadifs, là, ça vient de ces idées-là d'utiliser des équadifs. En plus d'avoir toutes les... Donc bien évidemment, on essaye d'avoir un maximum de données sur la température qui se fait dans la planète. Et une fois qu'on a la donnée des températures tout autour de la planète, eh bien on est capable de prédire ce qui pourrait se passer. Donc au bout d'une journée, au bout de 2 jours, voire même au bout d'une semaine, même si les approximations peuvent devenir de moins en moins fiables, puisque l'équadif, le problème avec la température, c'est que l'équadif pourrait changer un tout petit peu suivant les jours. Donc du coup, c'est ce qui fait que l'approximation au fur et à mesure du temps est moins bonne. Mais la température dans le globe peut être prédite à l'aide d'une équadif. Et la résolution d'une équadif est faite de ce type d'équadif, avec la température, sera faite de cette manière. Ce qui permettra donc d'essayer de deviner quelle pourrait être la valeur de la température à un endroit particulier du globe. Et même probablement déterminer le temps, etc. Je suppose que même pour le temps, ça doit pouvoir marcher de la même manière. Ok? Bon. Voilà encore un autre outil très puissant. Enfin, encore une autre utilité assez puissante des matrices. Encore une fois, j'attends pas du tout à ce que vous reteniez tout ce que je dis ici. Ce que je veux, encore une fois, c'est juste vous motiver un maximum pour l'étude des matrices, car ça va maintenant nous suivre beaucoup, ces études de matrices. Donc il va falloir s'accrocher un peu à ça. Mais, ok, bon. Je fais attention à l'heure. Donc après, il me reste encore deux petites choses que j'aimerais vous montrer aussi comme intérêt pour travailler avec des matrices. Et là, par contre, l'intérêt qui va suivre, c'est quelque chose que je vais vous refaire à l'aide d'un nouveau tutoriel GeoGebra. Et c'est notamment la retouche d'image.
Donc un autre intérêt de l'étude de matrice, c'est retoucher des images. Alors imaginez que vous avez une image. Ok. Vous avez, je sais pas, disons une petite voiture là. C'est là où on voit mes qualités artistiques. Donc disons ma voiture elle est comme ça là. Voilà. Très rapide. Hein. Donc voilà, j'ai dessiné une voiture, ok. Imaginez que dans l'image vous avez une voiture ou n'importe quoi, ce que vous voulez, peu importe. Là je vous fais juste un exemple. Vous avez une image avec une voiture, ok. Et bon, bah, pour des raisons ou autres, vous aimeriez la retoucher parce que bon, peut-être que l'image ne vous paraît pas forcément très bonne, ou des choses comme ça. Bon, alors, cette image, on peut la modifier en passant par des matrices. En fait, dans votre image, on peut considérer un point particulier de notre image. Donc en général, si on veut faire des retouches qui sont intéressantes, on pourra prendre... peut-être pas que je vais le faire en rouge, je vais le faire en bleu. On pourra prendre le centre de notre image, qu'on pourrait appeler O. O qui ressemble beaucoup aux roues de la voiture, mais c'est pas grave. Ok. Et à partir de ce centre de l'image, bah, je vais avoir des vecteurs qui peuvent me décrire des points particuliers de mon image. Ok. Donc je peux avoir aussi un vecteur qui représente un point particulier de la voiture, un vecteur qui représente le toit de la voiture, des choses comme ça, d'accord. Donc il faut comprendre que mon image, en fait, peut très bien se modéliser comme... peut très bien être plongé dans une espèce de repère, si vous voulez, où je pose un point, un petit déplacement élémentaire vers la gauche, un petit déplacement élémentaire vers le haut, et à partir de tout ça, bah, j'ai des vecteurs avec certaines coordonnées. Et puis, bah, si j'applique des matrices à ces vecteurs, et ça, nous le verrons au fur et à mesure du cours, si j'applique des matrices à ces vecteurs, bah, ça va bouger ces vecteurs. Donc, imaginons, je veux faire par exemple une rotation de mon image. Bah, pour faire une rotation de mon image, ce que je vais faire, c'est que à tous les vecteurs que je peux avoir dans l'image, je vais lui appliquer une matrice qui va me permettre de me retrouver avec l'image, par exemple. Je suis sûr que je suis en train de faire un rectangle trop grand, mais c'est pas grave. Hop. J'essaie de représenter tout ce que j'avais représenté. Voilà. Donc là, ce que je pourrais avoir appliqué, c'est avoir appliqué une rotation. Donc mon centre en haut ne bouge pas. Et puis bah, j'ai effectué une rotation. Donc là, je vais représenter un vecteur en particulier. Que je vais encadrer des deux côtés. Ok. Ce vecteur par rapport à ce vecteur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc tourné mon image d'un certain angle, puisque mon premier vecteur de base, celui que j'avais au début, il était là. D'accord ? Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tourner mon image en appliquant une certaine rotation d'un angle. Alors bon, a priori, je pourrais dire que j'ai fait une rotation d'angle 45 degrés. Ok ? Et je vais me retrouver avec cette image-là. Ok ? Mais je peux aller plus loin dans mes retouches, hein, parce que là, je vous fais une rotation. Mais je pourrais aller plus loin, je pourrais modifier mon image de façon un petit peu plus bizarroïde. Je vais vous faire un autre exemple, un autre dessin possible en partant de celui-là. Je pourrais très bien choisir de retourner ma voiture. De la retourner, de l'allonger. Je vais vous faire un autre exemple de transformation qui pourrait se produire. Je pourrais très bien, alors disons, je pourrais très bien avoir donc ça c'est le cadrage de mon image. D'accord ? Donc là mon image a été complètement allongée, voire même désépaissie aussi dans un autre sens. Et puis bah, j'ai ma voiture qui pourrait être représentée. Alors, encore une fois, mes qualités artistiques. Ouais. J'aimerais l'allonger un peu plus.
Donc j'ai un truc comme ça. Voilà. Puis j'ai ma roue là, une autre roue là. Et puis bah, on peut imaginer que la fenêtre maintenant elle est ici. Voilà. Ce qui pourrait très bien se produire, c'est que j'ai transformé mon image ici en cette image-là où la voiture est un peu plus allongée, où l'image est un peu plus allongée, plus aplatie. Ça peut très bien se produire, et du coup j'aurais transformé mon vecteur. Donc mon vecteur, j'avais dit que l'origine était quelque part par là. Donc du coup, mon vecteur ici serait comme ça. Okay. Donc encore une fois, le vecteur aurait été transformé en ce vecteur-là. Bon, voilà. Et donc du coup, pour faire ces calculs, bah, nous verrons qu'il s'agira de multiplier des matrices avec des vecteurs. De matrices avec des vecteurs. Ok. Et donc vraiment, voilà, c'est suivant la matrice qu'on choisit, on va se retrouver avec une manière de retoucher notre image assez différente. Ok. Donc là, je vous fais dans le plan, mais imaginez bien qu'on peut faire la même chose dans l'espace, etc., etc. Donc vraiment, une lourde application que je viens de vous mettre en avant ici. Donc très intéressante. Et puis voilà, donc ça c'est l'avant-dernière. Et la dernier intérêt que j'aimerais vous mettre en avant, donc sans forcément tout développer, dernier intérêt, c'est la cryptographie. Dernier intérêt que je voudrais vous exposer. Il y en a d'autres encore d'intérêt, hein, bien sûr. Alors c'est quoi la cryptographie ? La cryptographie, en fait, c'est le fait de coder des messages, par exemple. Donc, imaginons que je veux envoyer un message secret à l'un d'entre vous. Ok ? Message secret que je pourrais mettre en public. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait que lui qui soit capable de savoir quel était le message de départ. Et j'aimerais éviter que n'importe qui d'autre pourrait trouver le code que j'ai donné. Okay. Alors la cryptographie, elle a une longue histoire. Alors je peux vous donner le début de la cryptographie. Le début de la cryptographie, c'est dû à César. Je pense ne pas dire de bêtises à ce moment-là. C'est dû à César qui avait une manière de crypter les messages, qui était la suivante. Donc si j'ai mon alphabet, ce que faisait César, c'est que dans les messages, il avançait les lettres de l'alphabet. Donc en fait, le A par exemple devenait C, le B devenait D, le C devenait E, le D devenait F, ici j'ai G, le V va devenir Y, le X va devenir Z, le Y va devenir A et le Z va devenir B. Ce qui fait que par exemple, bonjour pourra devenir, donc bonjour, ça va devenir, là j'ai D, donc M-N-O-P-Q, M-N-O-N-O-P, le J, J-K-L, donc là on sait déjà, Q, le U-V-W, et puis R-S-T. D'accord? Donc le message de départ, il est là. Et là, c'est un message codé. Par rapport à ce que je viens d'écrire, c'est ça. D'accord? Vous voyez que ça n'a plus vraiment rien à voir. D'accord? Là, on est parti de bonjour. Et on se retrouve avec ça qui n'a plus vraiment de sens. Ok? Bon, et puis, c'était l'idée de César, dans un premier temps, de faire ces messages comme ça, codés, en juste bougeant un petit peu les lettres. Ok? Mais il se trouve qu'il y a une manière un peu plus générale de faire ça, et cette manière un peu plus générale de faire ça, c'est de travailler avec des matrices. Donc travailler avec des matrices, ça pourrait se faire en disant,
comment je peux transformer, au lieu de transformer lettre à lettre, ce que je pourrais dire, c'est transformer par bloc. Par exemple, mon bonjour, je pourrais me dire, bon allez, je vais transformer par bloc, alors je vais dire, bah, je vais faire B-O ensemble, N-J ensemble, O-U ensemble, et puis R, bah, bon là il est ici, il est tout seul, mais on pourrait imaginer qu'on met une lettre vide, d'accord? Donc il faudrait ajouter une nouvelle lettre dans l'alphabet, en disant que s'il y a un espace, bah, on met un espace, ok? Donc on peut ajouter l'espace dans notre affaire. Et puis bah, pour pouvoir le coder vraiment avec des matrices, il nous faut des nombres, vous me direz. Bah, les nombres, ils sont cachés dans chacune des lettres de l'alphabet. Le A, ce serait 1, le B, ce serait 2, 3, 4, puis là jusqu'à 26. Et puis je pourrais dire celui-là, c'est 27. Ok? 27 ou 0, si je veux, puisque je n'ai pas dit 0 ici. Donc, je pourrais très bien dire que lui, c'est 0. Ok? Bon, bah, avec ces nombres et à l'aide d'une certaine matrice, alors j'ai pas le droit de prendre n'importe quelle matrice, mais à l'aide de certaines matrices, je suis capable de coder bonjour autrement que en passant lettre à lettre. Ok? Et l'idée de la cryptographie, c'est de pouvoir faire l'opération dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, je vous ai fait l'opération en disant bah, bonjour, je passe par et j'arrive à ce message codé. L'intérêt, c'est de pouvoir décoder ensuite le message. D'accord? C'est pas que juste le coder. Faut le décoder. Donc si je vous donne ça, si je donne à quelqu'un en lui disant, bon, pour décoder tu fais ça, et puis bah, je te donne ce message, alors décode-le. Ok? Je dis à cette personne ça, bon bah normalement il devrait pouvoir trouver quel était le code de départ. Mais il faut que personne d'autre ne soit capable de trouver le message que j'ai envoyé. Et c'est ça toute la difficulté de la cryptographie. Et donc la cryptographie est plus puissante si au lieu de bouger lettre à lettre ce qui se passe, on pourrait choisir de bouger bloc par bloc ce qu'il se passe. Okay? Ça va changer totalement puisque du coup, ça voudrait dire que A n'aura plus la même logique, A ne sera pas forcément envoyé vers C, suivant si ce qui lui succède, est-ce que c'est un B, est-ce que c'est un D, est-ce que c'est un... Vous voyez ce que je veux dire? Si le bloc est différent, alors il se peut que les lettres ne correspondent pas tout à fait aux lettres qu'on aurait pu penser envoyer A vers quelque chose, B vers quelque chose. Ok? Donc c'est pour rendre plus compliqué la cryptographie en elle-même. Bon voilà, je ne vais pas en parler non plus beaucoup trop de ce truc-là, mais on aurait peut-être l'occasion d'en faire un petit peu peut-être sous la forme d'un petit exercice, ou je ne sais pas, ça pourrait s'imaginer. Mais une fois qu'on aura un peu compris comment marchent les matrices, avec les calculs, comment ça marche l'addition de matrices, comme je viens de vous le balancer, il y a des questions de multiplication de matrices. Bon bah ça on va le voir là dans la suite du cours. Malheureusement je vais devoir arrêter la vidéo de cette première partie de cours ici. Et donc bah, la deuxième partie de cours va parler de toutes les opérations qu'on peut faire avec les matrices, donc notamment additionner des matrices, ça je pense que vous le sentez venir, multiplier par un réel, les matrices. Et puis nous verrons qu'on a la possibilité de faire aussi la multiplication entre deux matrices, suivant certaines conditions. Donc on verra comment ça va marcher, la multiplication des matrices, etc. etc. Et puis bah, on pourra, pour juste pratiquer la multiplication, on pourra, si on veut, faire des petits exemples, donc soit en regardant ce qui pourrait se passer pour une image, soit en prenant un message et puis en essayant de le coder, ou des choses comme ça. Bon, on pourrait imaginer des exercices un peu de ce style-là, mais voilà. Okay. Juste pour pratiquer au début. Et par la suite, vous verrez que ces matrices, bah, on va beaucoup les utiliser, notamment pour le quatrième intérêt dans ce cours, pour le quatrième intérêt dont j'ai fait mention, c'est-à-dire ces transformations dans le plan et dans l'espace, d'accord, qu'on pourrait effectuer. Donc comme je viens de l'expliquer, en disant qu'on a une origine en particulier, puis on fait des transformations à partir de cette origine. Donc là, notamment, j'ai fait des rotations. Là, il se trouve que j'ai fait beaucoup plus qu'une rotation, puisque j'ai allongé aussi ma voiture, des trucs comme ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que si on connaît la matrice par laquelle on fait la transformation, bah, on serait capable de décrire un peu plus qu'est-ce qu'il en est de la transformation en faisant une étude un peu plus approfondie de la matrice. Donc ça, on le verra dans les cours qui vont suivre derrière. Voilà, en espérant vous avoir bien motivé pour continuer avec les matrices. Encore une fois, dans les intérêts que j'ai donnés,
L'intérêt, il y en a quelques-uns, on va pas vraiment en reparler. Donc là, notamment, celui avec les résolutions des quadifs. Ça, on va pas en reparler. Mais je voulais vraiment vous montrer que ça touche à beaucoup d'aspects, les matrices, d'accord? Et là encore, comme je vous l'ai dit, bah, il y en a bien d'autres, hein. Donc du coup, hein, si vous voulez jeter un œil à tout ce qu'on pourrait faire avec des matrices, bah, je vous invite à le faire. Ça peut vous motiver encore davantage sur l'étude des matrices. Voilà, bon bah sur ce on se retrouve sur la deuxième partie de vidéo du cours 4. Et puis bon bah à tout de suite.